Nouvelle fonction de président. La cérémonie officielle a été présidée par le chef de l'État au Centre international de conférence Abdou Diouf. Selon lui, le H2CT est un pilier essentiel dans la formulation des politiques de décentralisation grâce à ses avis inspirés par le vécu propre des collectivités locales. Une lourde mission, mais pas impossible, selon le président de cette institution qui gagne la confiance du président de la République. Nous y reviendrons peut-être bien avant la fin de ce journal. Et puis, je vous le disais en titre, vers des tensions à l'université de Dakar, les étudiants, très remontés contre le directeur du COUD, ils exigent l'ouverture immédiate du campus social et fixent un ultimatum de 4 jours à la direction du centre. Des œuvres universitaires de Dakar, ces étudiants interpellent le chef de l'État afin qu'il se saisisse de la question. Abigail était sur place. Le campus social de l'université Cheikh Anta Diop est toujours fermé. Une situation désolante selon les étudiants. Ils donnent au COUD un ultimatum de 4 jours pour résoudre ce problème. Le COUD avait dit qu'aujourd'hui, le 31 octobre, 3/5 du campus sera disponible. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il n'y a aucun pavillon qui est disponible. Il n'y a aucune explication qui est donnée. C'est de la poudre aux yeux. Nous nous indignons de cela. Et d'ailleurs, nous avons été contactés par des médiateurs, par des grands frères qui nous ont demandé quand même d'attendre le temps qu'on essaie de discuter avec le COUD. C'est pourquoi aujourd'hui, nous lançons un ultimatum à l'État du Sénégal, un autre ultimatum le vendredi, qui sera le dernier ultimatum que nous allons lancer, pour que tout le campus soit disponible intégralement. Ces étudiants se disent par ailleurs frustrés par la gestion du centre des œuvres universitaires de Dakar. Aujourd'hui, vraiment, nous sentons un sentiment de désolation, de regret, de frustration, mais aussi de colère par rapport à cette communication mensongère, par rapport à ce type de communication très iconoclaste qui ne respecte pas l'étudiant, qui ne respecte pas l'université, qui ne respecte pas la population sénégalaise. Les étudiants de l'UCAD, très remontés contre le COUD, demandent au chef de l'État de prendre ses responsabilités sur cette situation. Il menace de durcir le ton si rien n'est fait jusqu'à vendredi prochain. Autre mouvement d'humeur, celui des éducateurs sortants de la FASTEF promotion 2016. Ils déplorent les lenteurs notées sur leurs affectations de la part des services du ministère de l'Éducation. Au nombre de 917, ces éducateurs, tous unis, issus de la formation directe, parlent de violation des textes et menacent de passer à la vitesse supérieure s'ils n'ont pas d'écho favorable à leur requête. Ils faisaient face à la presse ce lundi. Salou Ndiaye, la porte-parole, il réagit au micro de Lustina Sagna. Au moment où les professeurs n'ont pas encore rejoint les salles de classe. À cet effet, nous lançons un appel solennel à l'endroit de la population sénégalaise, particulièrement à la COSIDEP, à l'association des parents d'élèves, au syndicat d'enseignants, à œuvrer pour la résolution de ce problème qui n'a que trop duré. Nous interpellons directement le ministre de l'Éducation nationale, M. Serigne Mbaye Thiam, pour diligenter cette question le plus rapidement possible, afin que nous puissions regagner les salles de classe. De ce fait, nous lui donnons un ultimatum de 48 heures. Si les OS ne sont pas publiés, nous passerons bien évidemment à la vitesse supérieure et aucune forme de lutte ne sera exclue. Depuis le 8 octobre, on a reçu nos diplômes, on s'y rend au niveau du ministère, mais à chaque fois qu'on s'y rend, on nous dit que le dossier est en cours. Et à présent, si vous rendez au ministère, il y a un gendarme qui est posté au niveau du portail qui vous bloque l'accès. On n'a aucune information claire par rapport aux ordres de service. C'est pourquoi nous avons lancé cet appel au ministre pour qu'il puisse réagir le plus rapidement possible. Nous changeons de registre. En bref, 6 pirogues guet-ndariennes ont été arraisonnées par les gardes-côtes mauritaniens. Pas moins de 5 pêcheurs ont passé la nuit du dimanche dans les geôles de Rosso. Selon nos sources, ils auraient été alpagués sur les eaux sénégalaises. Les images que vous voyez sont signées Gambi Diagne. Nous y reviendrons plus amplement avec notre correspondant qui est actuellement à Saint-Louis. Autre point évoqué en titre, le manque d'eau à Ouest Foire. Cela fait 1 mois déjà. Situation qui rend difficile leur quotidien. Certains affirment dépenser jusqu'à 2000 francs par jour pour se procurer le liquide précieux. Ils interpellent les autorités de la Sénégalaise des eaux à trouver une solution à leurs maux. Le sujet est signé Elhaj Moussabey. L'eau en manque à Ouest Foire. Une situation que vivent péniblement les riverains de la localité. Ça fait exactement plus d'1 mois, à Ouest Foire, il n'y a pas d'eau. 24 heures sur 24, il n'y a pas d'eau. Actuellement, pour avoir de l'eau, on est obligé de nous donner des camions citernes. Nous ne retrouvons plus le sommeil. Nous nous levons à 4 heures du matin pour chercher de l'eau en vain. Nos enfants partent à l'école sans se laver. Conscients de l'impossibilité de vivre sans eau,
Les habitants parcourent au quotidien les zones environnantes pour s'en procurer, avec à la clé des dépenses salées. Je dépense 1000 francs au quotidien pour transporter mes bidons d'eau. J'ai récemment dépensé 2000 francs pour mes seaux d'eau et cela nous arrive de le faire 2 fois par jour. Des camions citernes déployés dans la zone comme celui-ci viennent souvent à leur rescousse. Actuellement, il y a un problème de santé publique qui est menacé au niveau de Ouest Foire. Et ça, nous ne pouvons pas le comprendre. Nous ne pouvons vraiment pas comprendre. Et ce qui est encore plus regrettable, c'est qu'il n'y a aucune information qui vient de la SDE. Les habitants d'Ouest Foire ne sont pas les seuls à vivre cette situation de déficit d'eau. À Pexi, un quartier de Yoff, la cité mixte en face du stade Léopold Sédar Senghor sont également confrontés à cette situation. Elhadj Moussabé, la réaction de la Direction générale de la Sénégalaise des eaux ne s'est pas fait attendre. Elle apporte des précisions. Selon le directeur du service de communication, la période de pointe et quelques désagréments endurés par la société expliquent cette situation. Il annonce pour bientôt la construction d'un forage dans la zone pour résoudre totalement le problème, suivant les explications de Ndiaye Diop au micro de notre reporter. Se trouver en bout de réseau. C'est-à-dire c'est les derniers à recevoir l'eau. Ces quartiers peuvent se trouver également en topographie élevée, c'est-à-dire par rapport à la mer, au niveau de la mer. Donc, tous ces facteurs, tous ces faits réunis concourent au fait que pour le moment, en cette période précise, il n'est pas possible de pouvoir alimenter correctement 24 heures sur 24 toutes les populations qui réclament de l'eau. Nous sommes perturbés par moments par des fluctuations dans la fourniture de l'électricité. Nous sommes aussi perturbés par des travaux que nous faisons sur le réseau. C'est le cas ce week-end où nous avions Carmel, notre booster, qui donne la force, la pression à l'eau pour venir jusqu'ici à Dakar, qui était à l'arrêt. Nous avions également toute la batterie de forage de Pout, qui était à l'arrêt également. Sous peu, ils auront leur propre forage et ils auront une alimentation en eau 24 heures sur 24 avec une très bonne pression. L'actualité judiciaire, le code pénal sénégalais a subi des modifications dans certains domaines. Le coordonnateur du Forum du Justiciable salue l'initiative, la présence de l'avocat dès les premières heures de la garde à vue, l'augmentation de la peine en cas de viol, entre autres mesures salutaires. Toutefois, le juriste de formation relève des manquements dans les modifications. C'est un travail de Pape Ousmane Cissé. Le Forum du Justiciable se félicite de certaines modifications apportées dans le code pénal. L'augmentation de la peine en matière de viol en est une. Les députés ont voté la réforme. Donc ça veut dire que maintenant au Sénégal, quand la personne est arrêtée, donc dès les premières heures de la garde à vue, c'est-à-dire même au niveau du commissariat, de la gendarmerie ou de la police, la personne peut être assistée par son avocat. Et l'autre réforme majeure également, c'est en matière de terrorisme. Maintenant, le concept même de terrorisme, le délit, donc, a été redéfini. Donc il y a beaucoup plus de précision là-dessus. Et même les fausses alertes donc, est sanctionné. Toutefois, le juriste révèle des manquements liés notamment à la garde à vue en matière de terrorisme. C'est vrai que dans notre arsenal juridique, quelqu'un qui est attiré devant la justice, il peut bénéficier de la commission d'office d'un avocat. Mais ça, c'est au niveau du procès. Et vous savez, la procédure pénale, c'est des phases. Il y a ce qu'on appelle la phase d'enquête et la phase du procès. Maintenant, au niveau de l'enquête, si la personne n'a pas les moyens de prendre un avocat, je pense que le règlement pouvait prévoir la commission d'office. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce règlement ne bénéficie qu'aux hommes nantis par rapport à la garde à vue en matière de terrorisme. Parce que l'on nous dit que la personne qui est arrêtée en matière de terrorisme, la garde à vue est de 96 heures, c'est-à-dire 4 jours, renouvelable 2 fois. Donc au moment de l'interpellation, c'est à partir de 96 heures, c'est-à-dire à partir de 4 jours que la personne peut prendre un avocat. Et là également, nous estimons que c'est une violation par rapport au règlement de l'UEMOA. Selon le président du Forum du Justiciable, ces modifications sont toutes normales en ce sens qu'elles répondent à l'évolution de la société actuelle, dite société moderne.
La nouvelle devrait faire plaisir à plus d'un. Le domaine agricole communautaire de Sangalkam réserve au moins 250 emplois pour les jeunes de la Médina. Annonce du porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, présidé dans la localité le premier forum consacré au DAC de Sangalkam. Initiative qui bénéficie de l'accompagnement du PRODAC, le programme des domaines agricoles communautaires. Voici Seydou Gueye au micro de Ababakar Sadir Top. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'était un forum de sensibilisation sur les enjeux liés aux questions d'emploi, notamment pour les jeunes, puisque la réponse proposée par le président Macky Sall est une réponse qui porte sur le développement de l'entrepreneuriat rural. Et ce qu'on a vu avec les DAC de CFA et d'autres nous donne suffisamment d'engagement et d'énergie pour engager les jeunes de la Médina dans une formation et dans un projet d'entrepreneuriat rural. Et nous voulons remercier le PRODAC qui a manifesté toute sa disponibilité à venir présenter les éléments qui pourront convaincre davantage les jeunes, parce que nous avons toujours estimé que dès lors que l'avenir de notre pays se construit en grande partie avec l'agriculture, ce serait une excellente chose d'engager les jeunes des zones périurbaines, une zone comme la Médina, dans un projet de développement de son propre avenir, mais également dans un projet qui contribue à faire de notre pays un pays émergent. Le ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance et l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement ont initié un programme destiné à mesurer les performances des collectivités territoriales. L'idée est de les encourager à cultiver une gestion transparente. Une réunion s'est tenue ce matin pour informer les acteurs concernés. C'était en présence d'Ousmane Ba. Avec l'acte 3 de la décentralisation, le ministère de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire veut faire la promotion de la bonne gouvernance. Et cela se passe par la validation des outils de la participation citoyenne et de la mesure de performance des collectivités territoriales. Il est important, quand des ressources, quelles qu'elles soient, privées ou publiques, sont déployées au service de la collectivité, qu'on puisse quand même encadrer davantage l'utilisation de ces ressources et leur destination. C'est un outil donc, de mesure de la performance des collectivités locales. Et quand on dit performance, on est au cœur de la bonne gouvernance. Il est important qu'on puisse mesurer régulièrement la performance des collectivités locales dans le secteur de la santé, par exemple. Donc cet outil permet aux citoyens de s'exprimer régulièrement dans leur localité sur le service public local. Toutefois, le directeur de la promotion de la bonne gouvernance n'a pas manqué de préciser l'utilité de ces outils dans la gestion des collectivités locales. Quand on mesure la performance, on se rend compte qu'on mobilise des ressources. Est-ce que les ressources sont utilisées à bon escient? Est-ce que les ressources sont affectées aux services ciblés? Donc ça, cet outil permet de voir est-ce que véritablement la gestion de la commune ou du département est transparente. La mise en place de ces outils articulés dans le cadre des objectifs des collectivités locales permettra de satisfaire les besoins des populations avec le programme national du développement local. En route vers la COP22, ce grand rendez-vous dédié au changement climatique, le ministère de l'Environnement et du Développement durable est en plein préparatif pour cet événement mondial prévu du 7 au 18 novembre au Maroc. Ce cadre d'échange a été organisé dans le but de mieux expliquer les enjeux. Le secrétaire général du ministère précise que la COP22 permettra d'évaluer les mesures prises lors de la COP21 tenue à Paris. Code Denjai nous en dit un peu plus. À quelques jours de la COP22 prévue au Marrakech, l'heure est aux préparatifs au ministère de l'Environnement. Le secrétaire général du ministère revient sur les enjeux de ce rendez-vous environnemental. C'est une COP une COP décisive, en ce sens que c'est une COP qui est axée sur l'application. Vous savez, tous les États partis à cette convention avaient déposé lors de la 21e conférence des partis un document qu'on peut appeler plan d'action climat. Et ce document s'appelait contribution prévue déterminée à l'échelle nationale. Et ce document, en termes plus simples, c'est un plan d'action climat qui dit quels sont les efforts du pays, quels sont les efforts que le pays doit faire pour se mettre sur une trajectoire sobre en carbone, mais également quels sont les efforts que le pays doit faire pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le Sénégal et l'Afrique seront au rendez-vous à Marrakech avec en bandoulière un plaidoyer sur la problématique du climat en Afrique.
Le Sénégal est membre des PMA, des pays les moins avancés, qui sont dans le groupe africain, qui appartient au groupe des 77 plus la Chine. Donc nous n'y allons pas en solo, nous y allons pour vraiment poser la question de la finance climatique sur la table et vraiment avoir une idée claire de ce que cette finance climatique devra être dans les prochaines années. La COP 22 aura lieu à Marrakech, au Maroc, du 7 au 18 novembre 2016, une tribune pour beaucoup de pays de poser sur la table les menaces qui pèsent sur l'environnement en Afrique et dans le monde. Le chapitre dédié à la santé, Octobre Rose, les rideaux sont tombés ce lundi. Durant un mois, la LISCA a organisé des séances de dépistage et de sensibilisation sur le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Le bilan est positif selon la Ligue. Les objectifs ont été atteints. Les femmes ont répondu facilement ou massivement à l'appel. Les sensibilisations vont se poursuivre. Un appel a été lancé au gouvernement pour améliorer l'accès aux soins aux malades. Nous dit Ndeye Fatimlo. Des activités de sensibilisation et de consultation, une nouvelle salle de chimiothérapie inaugurée entre autres. Pour cette année, la campagne d'Octobre Rose a été fructueuse pour la Ligue. Dans la phase de centralisation aussi, nous avons organisé des dépistages au niveau de Fatick, pour le sein et pour le col. Au niveau de Mbour aussi, nous avons formé 65 sages-femmes à l'inspection IVA-IVL. Nous avons eu à dépister 3333 femmes. Environ, hein, ça peut être plus. Et nous avons eu aussi à donner des bons de mammographie subventionnés. Les 2000 qu'on avait comme objectif ont été atteints. Beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement du Sénégal. D'ici peu, un plan de lutte contre le cancer va être mis en place. Toutefois, l'accessibilité aux soins fait toujours défaut, surtout dans les zones les plus reculées du Sénégal. La Ligue espère que des solutions seront apportées. L'État a eu à subventionner une partie. Les médicaments maintenant sont réduits, le prix des médicaments sont réduits, mais nous demandons encore plus. Nous voulons vraiment une accessibilité aux soins, rendre la santé accessible à toute la population. Et c'est des femmes qui parfois viennent de milieux démunis, qui ne peuvent pas vraiment se prendre en charge. Pour que le cancer soit pris en compte à sa juste mesure, que vraiment que tout un chacun s'y mette pour essayer de combattre ce fléau qui gagne du terrain avec des chiffres qui s'élèvent chaque année. Le cancer gagne du terrain de jour en jour. Le dépistage précoce est un moyen efficace pour y remédier. La campagne d'Octobre Rose est terminée. Toutefois, des séances de sensibilisation vont être organisées au quotidien par la LISCA pour freiner l'avancée de la maladie. Ndeye Fatimlo, le comité de la Fédération sénégalaise des associations des femmes handicapées du Sénégal a choisi durant ce dernier jour de campagne Octobre Rose d'organiser une journée de consultation gratuite. Cette journée vise à sensibiliser et à dépister les femmes handicapées sur le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Elle a aujourd'hui permis de faire le point sur la campagne d'Octobre Rose. Nous écoutons leur présidente Ndeye Ndagué au micro de notre reporter. Le mois d'octobre constitue un mois de mobilisation, de sensibilisation et d'information sur le cancer du sein. Comme vous le savez, en tant que femmes handicapées, nous avons le devoir de faire dépister nos membres et aussi de les sensibiliser, de les informer sur tout ce qui tourne autour de cette maladie difficile à traiter et aussi coûteuse. Nous sommes dans un comité qu'on appelle le Comité national des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, qui regroupe des femmes handicapées motrices, des femmes aveugles, des femmes sourdes-muettes, des albinos et aussi d'autres femmes qui ont un handicap à cause de la lèpre. Donc dans ce comité aussi, nous œuvrons pour vraiment la promotion et la protection de nos droits. Il faut comprendre, en majorité, ces femmes, il y en a qui sont en majorité analphabètes. Donc elles ont besoin d'être informées. Elles ont besoin de mieux connaître leurs droits en matière de santé, surtout en matière de santé de la reproduction. Elles ont aussi besoin d'être informées pour vraiment pouvoir prévenir, éviter certaines maladies.
Intéressons-nous à présent à l'opération d'abattage de chiens errants à la commune de Padoua. Objectif, éradiquer la rage. Plus de 25 chiens ont été abattus en l'espace de 2 jours. La municipalité compte aussi organiser dans les jours à venir une campagne de vaccination des chiens domestiques. Le chef du département de l'élevage de Dakar, Ousseynou Niang, s'est entretenu avec Abigail. On est en opération d'abattage des chiens errants pour préserver la santé de la population. Bon, vous savez que Dakar est une zone endémique de rage. On vient juste de célébrer la journée mondiale de la rage. Et c'est dans ce sens que le maire de la Padoua, conscient de son rôle de protecteur de la population, a bien voulu organiser cette opération d'abattage des chiens errants. Mais il faut préciser que l'opération, on l'amène à un moment où nous avons un regroupement des mâles autour des femelles. C'est la période qu'on appelle période de rut. Et c'est la période la plus propice pour avoir le maximum de chiens. Et là, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais si on fait le décompte, on aura beaucoup plus de mâles que de femelles. On va organiser une campagne de vaccination des chiens domiciliaires. Tous les gens qui veulent garder les chiens chez eux les présenteront au niveau de la mairie et on va les vacciner gratuitement et délivrer un carnet. Mais cela nous permet de suivre après, au moment de faire notre opération, on aura une idée de l'effectif qui sera visé. Et là aussi, s'il est d'accord, on va lui faire d'autres propositions qui seront de réaliser des opérations de castration chez les mâles. Ça, c'est pour limiter la reproduction à son minimum aussi. Castrer les mâles, légaturer les femelles, vacciner ceux qui proposent leurs chiens pour les garder à la maison et abattre les chiens errants. La dernière page de ce journal consacrée à la fête de l'excellence à Sinthiou, Bonambé et Banadji dans le département des Kanel. Nous sommes dans la région de Matam. L'association pour le développement du Fouta a célébré les meilleurs élèves des séries scientifiques et techniques. L'inscription et le maintien des filles à l'école, une préoccupation majeure de Fodé Fouta. D'ailleurs, ils en ont fait leur cheval de bataille. Les temps forts de cette cérémonie avec Mansour Sow. La place publique de Sinthiou Bamambé Banadji s'est révélée trop exiguë pour contenir ce beau monde venu assister à la fête de l'excellence. 36 récipiendaires des lycées et collèges primés à travers ces cérémonies, l'initiative est de l'association pour le développement du Fouta. Depuis plusieurs années, l'association Fodé prime les meilleurs élèves. Mais ça fait maintenant 2 ou 3 ans, nous avons pris l'initiative de promouvoir l'enseignement scientifique. C'est pour cela que nous avons initié ce que nous avons fait aujourd'hui à Sinthiou Bamambé. Étant donc des médecins, des ingénieurs, des journalistes, Fodé a initié des projets autour des sciences, autour de la connaissance, autour du capital humain. Alors c'est ce qui m'a poussé depuis l'année dernière à dire, tiens, voilà, je vais accompagner cette association parce qu'elle fédère, parce qu'elle impulse, parce qu'elle oriente la jeunesse. Venu de Bokidjawi, Mboulouma Djingidjilogne, c'est de Béagnam, bref, toutes les communautés du département de Kanel et de la région de Matam étaient présentes. Les jeunes filles au premier rang des récipiendaires. L'élément le plus, en tout cas celui-là qui a été le plus déterminant, c'est le fait qu'ils orientent cette année, tout comme l'année dernière, le fait de soutenir et d'encourager les jeunes filles. Pas seulement des jeunes filles, pas seulement parce que c'est des jeunes filles, mais c'est parce que aussi elles sont dans les matières scientifiques et techniques. On a décidé cette année de primer les 23 meilleures élèves filles du premier cycle de la région de Matam. Et non seulement nous leur offrons une bourse, mais nous tenons également à contrôler, également à assurer, à faire de sorte que leur enseignement puisse être assuré. L'association Fodé Fouta a été portée sur les fonds baptismaux dans l'optique de promouvoir l'entraide, mais aussi et surtout pour accompagner le développement du Fouta. Cette fête de l'excellence a vu la participation de toutes les forces vives de la région de Matam. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez certainement suivre l'élément d'Ibrahim Fall sur l'installation d'Ousmane Tanordien à la tête du H2CT. Ce sera dans nos prochaines éditions. Mais ne bougez pas, l'info continue sur la DTV avec BBC Afrique. C'est à 20h30. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.